vais vous parler d'un western qui s'appelle End of the Trail. C'est un film peu connu, qui est resté longtemps invisible et qu'on peut voir désormais, mais il est difficile de le voir, mais on peut le voir. Donc, c'est un film de 1932 de Ross Federman et dont la vedette est Tim McCoy. Alors, ce film, je dirais pas qu'il réhabilite l'Indien parce que il fait suite à une période où l'Indien n'était pas tellement diabolisé comme il allait l'être après, à partir des années 40, 50, etc. En fait, je parle juste un petit peu au début de tel qu'on voyait l'Indien au début du cinéma, qui était plutôt le noble sauvage. Alors, c'était toujours l'antagoniste, effectivement, mais il était en même temps fascinant. Il intéressait énormément les artistes, les cinéastes, et même avant ça, il a intéressé dans la littérature les écrivains. Faut pas oublier Fenimore Cooper, Man Ray, qui ont été fascinés par les Indiens. Chez nous, il y a même Chateaubriand, faut le savoir, qui a écrit un roman qui est sur les Indiens de Louisiane. Donc, l'Indien, il avait un pouvoir de fascination, en même temps qu'il était un adversaire, puisqu'il occupait la terre que les Blancs voulaient s'approprier pour former leur nation. Donc, les premiers films, et je parle de 1910-1920, montraient certes des Indiens qui étaient les adversaires des Blancs, mais qui étaient aussi des Indiens auxquels on s'intéressait et dont on montrait la façon de vivre, ce qui pourrait apparaître comme des qualités, qui pourrait aussi, il y avait une grande noblesse dans beaucoup de ces films-là. Il faut savoir que des gens, parmi les plus grands metteurs en scène américains du muet, comme Thomas Ince, qui a fait un film qui s'appelle The Heart of the Indian et un autre qui s'appelle The Outcast, ça c'est 1910-1912. Ils ont fait des films qui montraient l'Indien sous un aspect qui était assez intéressant et tout à fait positif. Il y a aussi le fameux David Wark Griffiths, qui lui, avant de commettre La naissance d'une nation, qui est un grand film, mais qui n'est pas spécialement, comment on va dire, ouvert, tolérant, il a fait des films sur les Indiens. Il a fait The Squaw Love aussi dans les années 10. Tout ça montre que l'Indien était représenté quand même de façon beaucoup plus positive, beaucoup plus intéressante qui ne l'a été par la suite. Même un acteur, l'acteur de l'époque le plus représentatif du western, c'était William Hart. Et William Hart, au cours des 40 westerns qu'il a tournés, il a 2 fois interprété. Alors, ce n'est pas un Indien, dans l'un c'est un métis, dans l'autre c'est un Espagnol élevé par les Indiens, mais il est apparu sous les traits d'un Indien. Donc, l'Indien, c'était quelque chose qui n'était pas aussi négatif, aussi diabolisé qu'il l'a été par la suite. Il faut savoir aussi que les grands ethnologues ont fait des films sur les Indiens. Ils ont été, toujours dans ces années 10 et 20, ils ont été dans des tribus indiennes. Ils ont inventé une histoire pour intéresser les gens, les spectateurs, et ils ont tourné. Par exemple, il y a eu Land of Headhunters de Curtis, où on voit les Indiens de Colombie-Britannique au Canada. Il y a aussi The Daughter of the Dawn, la fille de l'aube, où on voit c'était tourné au milieu des tribus indiennes, des vraies tribus indiennes. Il n'y avait pas de blancs dans la distribution. C'est au milieu des Kiowa et pas les Cheyennes, ça doit être les Comanches, donc les Indiens des Grandes Plaines. Donc vraiment, l'Indien, il fascinait autant qu'il pouvait être un adversaire. Et ça s'est déroulé. Une grande partie du cinéma des années 10 et 20 ont montré ça. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a jamais, à cette époque, montré l'aspect, colonisateur de l'homme blanc. C'est-à-dire, on montrait pas aux spectateurs de l'époque qu'effectivement, les Indiens, on les avait éloignés, on les avait massacrés, on les avait repoussés pour occuper les terres. Ça, c'était absolument pas dénoncé. Il faut attendre 1925 pour voir cette dénonciation. Donc 1925, c'est pas encore End of the Trail, c'est un film qui s'appelle The Vanishing American. Il était traduit en français par, je crois que c'est La race qui s'éteint.
Et alors, c'est pas un western, faut le savoir, c'est pas un western, l'action est quasiment contemporaine du moment où le film est tourné. Donc, on voit des paysages de western, hein, on voit un monument de vallée, on voit des endroits typiques, mais par contre, ça se passe donc dans les années 20. Alors, l'histoire de The Vanishing American, je ne vais pas la raconter parce que bon, c'est pas tout à fait le sujet, mais si vous avez vu La Porte du Diable d'Anthony Mann, c'est exactement la même histoire. C'est un héros de guerre, là c'est la guerre de 14, c'est un Indien, il rentre chez lui, il s'aperçoit que ses frères sont spoliés, sont éloignés, sont appauvris, et il se révolte contre cette mainmise des Blancs. Alors c'est un combat désespéré, ça finit mal, mais c'est la première fois qu'on a vu cette charge un petit peu contre les Blancs. Alors je précise que c'est un roman au départ, hein, c'est un roman de Zane Grey qui est assez intéressant aussi, et que le film, c'est un film de George Seitz, qui est très réussi. Alors, 7 ans plus tard, arrive End of the Trail. End of the Trail, c'est un film qui est réalisé par un metteur en scène qui est pas particulièrement brillant, qui s'appelle Ross Lederman. C'est un peu un metteur en scène à tout faire à la Columbia, qui a produit le film. Mais surtout, c'est un projet de Tim McCoy. Alors, Tim McCoy, quelques mots avant de parler du film, il faut savoir que c'est quelqu'un de très particulier. C'est pas du tout un cinéaste qui s'est intéressé aux Indiens. C'est exactement le contraire. C'est un expert de la vie indienne, amérindienne, qui a été rattrapé par le cinéma. Au départ, Tim McCoy, c'est un soldat qui a fait la guerre de 14, lui aussi. Il a même fait la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais enfin, bon, et en revenant de la guerre de 14, il a été muté dans les Grandes Plaines, au Wyoming. Et là, il a rencontré des Arapaho et il a commencé à les étudier, à apprendre leur langage. Et c'est devenu un expert national sur les populations amérindiennes des plaines, c'est surtout les plaines. Donc, il a eu, il est arrivé dans le cinéma parce que en 1923, on a lancé la réalisation de ce qui est connu, à tort d'ailleurs, comme le premier épique, western épique. Le premier western avec où on montrait des caravanes, des Indiens, la conquête de l'Ouest. Et ce film, c'est The Covered Wagon, le chariot bâché, je crois que c'est la caravane vers l'Ouest quand il est sorti chez nous en France. Et pour tourner ce film, le metteur en scène, James Krause, avait besoin de figurants. Alors les blancs grimés en indien, ça coûtait trop cher. Et donc Tim McCoy a proposé ses services et il a engagé des centaines d'Arapaho pour faire les Indiens dans le film. Et comme ces Indiens ne parlaient pas anglais, et ben, tous les matins, McCoy il allait sur le plateau, il montait sur une petite estrade, il expliquait par leur langage ou par signe ce qu'il fallait faire aux figurants indiens. Donc ça lui a mis en quelque sorte le pied à l'étrier. Et il a été comme ça, il a intégré le cinéma. Alors, il a d'abord été conseiller, mais comme c'est un ancien militaire, il avait une certaine allure. Il a rapidement fait l'acteur et c'est devenu une des stars de la fin des années 20 et du début des années 30, même pratiquement toutes les années 30. Hein. Il a travaillé pour plein de compagnies. Hein. Il a dû travailler pour la MGM, pour la Universal, pour la Columbia. C'était un peu l'équivalent d'un autre acteur de l'époque qui s'appelait Buck Jones, avec qui il a tourné. Mais Tim McCoy, c'était vraiment une star. Il faut savoir qu'il a tourné comme star dans des films où les seconds rôles étaient, par exemple, tenus par John Wayne ou par John Crawford. C'était vraiment quelqu'un. Donc, fort de son prestige, il a proposé un film à la Columbia, donc End of the Trail. Alors, End of the Trail, il est remarquable en ce qu'il dénonce vraiment le comportement des Blancs. Mais il le dénonce pas de façon, comment dire, masquée ou imagée. Non, c'est intense, c'est violent, c'est brutal. C'est même, même aujourd'hui, avec tous les films qui ont suivi End of the Trail, on voit rarement cette force dans la dénonciation. C'est vraiment un film à charge contre le comportement des Blancs plutôt que pour la défense des Indiens.
l'histoire, je la résume en quelques lignes. En fait, c'est l'histoire d'un officier de la cavalerie américaine, donc interprété par Tim McCoy. Ses amitiés pour les Indiens conduisent l'armée à le rejeter, à le dégrader. Et alors, ils ne peuvent pas le fusiller, ils essayent de le fusiller pour traîtrise, ils n'y arrivent pas. Ils l'excluent. Et comme c'est pas assez, ils envoient une escouade pour le tuer quand il est hors du fort. Et c'est un échec, mais il tue le petit garçon du héros, de Tim McCoy. C'est un bœuf avec un petit garçon de 5 ans. Et le petit garçon est tué. Donc, l'officier se réfugie chez les Indiens. Alors, il y a toute une séquence où bon, on voit la vie avec les Indiens, donc là, la connaissance de Tim McCoy des Indiens, de leur de leurs coutumes, etc., est assez longuement exposée. C'est intéressant. Et ça se termine pas là, puisque bon, l'histoire, avec un grand H, rattrape le héros. Les militaires cherchent la guerre, les Indiens se défendent. Alors, un autre aspect intéressant, juste une parenthèse, c'est que les Indiens, ils sont montrés comme des guerriers redoutables et jamais en victime. Ce qu'on voit souvent dans les westerns, même des années 50 et 60, qui réhabilitent l'Indien, on voit un Indien un petit peu humilié, un petit peu écrasé. Là, c'est pas du tout le cas. Les Indiens se défendent, ils mettent les Blancs en difficulté. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bon, le colonel qui avait dégradé Tim McCoy demande donc au personnage principal d'intervenir pour faire la paix avec les Indiens, parce que ils sont les Blancs, dans un premier temps, ils sont massacrés, ils sont repoussés. Donc, McCoy va accepter ça à contre-cœur, mais il va le faire, non pas pour les Blancs, c'est toujours la même démarche, mais pour les Indiens, parce qu'il sait que au fur et à mesure, les Blancs vont venir de plus en plus nombreux avec des armes, etc. Ils vont exterminer les Indiens ou tout au moins les rejeter très loin. Donc c'est pour les Indiens qui va négocier une paix. Et effectivement, ça va mal se passer. Enfin, ça va bien se passer. Il va réussir, mais à la fin du film, il sera abattu par un soldat blanc. Donc, enfin, ou un soldat bleu, comme on veut. En tout cas, un soldat américain. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette fin, elle a été tournée, on la voit d'ailleurs dans les copies, mais comme c'était Tim McCoy, les gens de la Columbia, ils ont rajouté une séquence à la fin où on voit McCoy avec le bras en écharpe, alors qu'il a pris une balle en pleine poitrine, juste la séquence d'avant, pour montrer que bon, ça finit pas trop mal. Mais donc déjà le film, il est assez puissant parce qu'il démontre ça, mais ce qui est encore plus puissant, c'est le discours de McCoy. En fait, honnêtement, même après, j'ai jamais entendu ça. Y a deux discours du personnage principal au début du film et à la fin où il dit, ben oui, les blancs, ils ont très bien calculé leur coup. Tout est prémédité. Ils ont envoyé l'armée pour provoquer les Indiens. Les Indiens vont se défendre, ils vont résister. Je tiens à ce mot résister parce que c'est exactement ça. Ils vont résister. Et ben, on va les anéantir. Et il dit, hein, c'est cité dans le dialogue, on va brûler leurs maisons, on va tuer leurs femmes et leurs enfants, on va les exterminer. C'est le seul moyen d'y arriver. Donc, bon, c'est assez frappant. Et c'est dit vraiment sans métaphore. Hein, c'est dit comme ça. Et c'est ça qui est vraiment très, très impressionnant dans ce film. Encore une fois, c'est un discours qu'on n'entend pas, que même, enfin, il faudra peut-être attendre des décennies pour l'entendre, et encore peut-être pas avec autant de force. Donc, c'est voilà, c'est en cela que ce film, End of the Trail, est remarquable. C'est pour ce ton. Maintenant, le film lui-même, il est c'est pas un très grand film sur le plan technique et sur le plan dramatique, parce qu'encore une fois, Lederman, c'est pas un grand metteur en scène. Hein. Il a fait des comédies musicales, il a fait des films noirs, il a même fait un film de Tarzan qui est extrêmement mauvais. Mais bon, il fait le boulot. Par contre, les séquences d'action, elles sont très réussies. Elles sont très réussies parce qu'elles sont assez violentes. Hein. Dans la bataille finale, on voit les soldats blancs qui sont percés de flèches, qui s'entassent, les cadavres s'entassent les uns sur les autres. C'est quand même, c'est très très fort. Mais bon, le film lui-même, il y a des longueurs. Hein. Tout le passage où McCoy est chez les Indiens, bon, c'est un peu long. Mais bon, ça passe quand même. Mais c'est surtout le ton, c'est surtout le fond du film qui est bien supérieur à la forme. Alors ce film, il a pas eu tellement de succès quand il est sorti parce que il était assimilé au film habituel de Tim McCoy qui en sortait 8 par an.
Donc, bon, il est passé un peu inaperçu. Après, on l'a plus vu pendant longtemps. C'est un film qu'on cite dans les histoires du western, mais qui est rarement analysé. Moi, je connais que deux bouquins qui l'analysent. Il y en a un en anglais qui est paru il y a une trentaine d'années qui s'appelle The West Was Never Was de Tony Thomas, Hollywood's Vision of the Cowboys and Gunfighters. Là, on lui consacre 3 pages. Et là, il y a un autre bouquin qui en parle. C'est un bouquin français qui est sorti il y a une dizaine d'années, le Western Bay, les années 1930-1939, de Didier Lodieu, qui est un ancien de Western Movies, qui était un collaborateur, un forumeur de Western Movies, qui a écrit ce très bon livre, très intéressant. Voilà, c'est à peu près tout ce qui a été écrit de consistant sur ce film. Euh, un film qu'on peut voir, il faut essayer de se donner du mal pour le découvrir, parce que c'est quelque chose. 1932, End of the Trail, Tim McCoy, à voir. Merci beaucoup, Marc. Juste une précision, à un moment, tu as dit que William Hart avait joué un Indien dans 2 westerns. Oui, Est-ce que tu pourrais citer les 2 titres? absolument. Ouais, je connais un peu William Hart, donc je vais vous citer ça de mémoire. Et alors, il a joué un jeune Espagnol qui est adopté par les Indiens dans un film qui s'appelle The Captive God, le Dieu captif, de 1916. Enfin, bon, il apparaît comme un Indien, hein. C'est un film dont on peut voir des extraits sur YouTube, parce que comme presque tous les films de William Hart, ceux qui ont été préservés, il en manque une ou deux bobines, donc bon, on peut le voir. Et il a fait, alors la même année, en 1916, un film plus ambitieux qui s'appelle The Dawn Maker, le faiseur d'aube, si je traduis mot à mot, où il fait un métis. Donc c'est pas vraiment un Indien complètement. Il fait un métis qui essaye de rapprocher les Blancs des Indiens et qui a aussi un sort funeste. Donc Hart a joué dans ces 2 films. Et alors tout à l'heure, oui, j'ai fait une allusion quand j'ai parlé de The Covered Wagon. J'ai dit que c'était, à mon avis, c'était pas le premier western épique. Et je suis obligé, j'en suis désolé, enfin non, je n'en suis pas désolé, parce que je reparle de William Hart. William Hart a fait dès 1919 un film qui s'appelle Wagon Tracks, qui est pour moi le premier western épique avec la caravane. En tout cas, ça donne très envie de le voir. Juste une petite question. A priori, le chef indien qu'on voit en photo, là, c'est un vrai Indien? Oui, c'est un Arapaho, hein. Alors c'est une très bonne question, parce que si tu vois la jeune femme qui est dans le fond, c'est de la photo. Alors elle, c'est pas une indienne, c'est Luada Walters, une actrice américaine, donc une actrice d'ascendance européenne. Je crois que c'est la seule indienne de la distribution qui est pas indienne. Puis bon, son personnage est un peu inutile, hein. Il y a un peu un aspect romantique, mais qui est pas tellement développé. D'ailleurs, les relations entre le héros Tim McCoy et la jeune fille, ça relève plus de la fraternité entre un frère et une sœur que entre deux amoureux. Mais bon, c'est une actrice qui est pas indienne. Par contre, tous les Indiens, d'après ce que je sais, sont d'authentiques Arapaho, qui était la tribu de prédilection de Tim McCoy. Au-delà de l'aspect sérial, qui a priori n'en est pas un, Non, ce n'est pas, hein. il n'y a pas cet aspect qu'on peut voir dans les films muets, un aspect un peu anthropologue. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors il y a une partie, c'est ce que je disais, il y a une partie au milieu du film, si tu veux, quand Tim McCoy arrive chez les Indiens après la mort de son petit garçon. D'ailleurs, il arrive on voit sur la photo, merci pour la photo parce elle est assez représentative, on voit qu'il y a un autre personnage blanc. C'est en fait, ça enfonce un peu le clou contre l'armée. C'est un sergent qui a déserté aussi, écœuré par le comportement de l'armée américaine, qui a déserté, qui a rejoint McCoy chez les Indiens. Sergent qui sera aussi traîtreusement abattu par les soldats américains. Donc, voilà, c'est un. D'accord. Et du coup, ils font plus que de la figuration, du coup, là.
Ah oui, oui, complètement. Tout le passage au milieu du film, on voit des danses, on voit des chants. Bon, ça peut paraître un peu. Je ne sais pas si c'est un aspect vraiment anthropologue, mais si un petit peu quand même. Hmm. Il y a le village indien, il a l'air vraiment authentique, hein. Je pense qu'ils ont vraiment été dans une réserve, ils ont vraiment filmé les Indiens. Non, non, il y a ce souci-là. Alors, c'est vrai que on a privilégié l'aspect, hein. Tout à l'heure, je parlais de films comme La fille de l'aube, ou alors on a été filmer les Indiens et on a construit une histoire autour des personnages qu'on voyait, qu'on filmait. C'est pareil aussi pour le film d'Edward Curtis dont je parlais aussi tout à l'heure, Land of Headhunters. Mais là, non, c'est pas le cas, hein. Là, on a pris une histoire et on a filmé quelques séquences Hmm. avec les Indiens. Ça rappelle un peu, alors vraiment de très très loin, mais l'histoire, ça y fait penser, ça rappelle un peu Danse avec les loups, où le héros rejoint les Indiens et on voit des séquences sur les coutumes des Indiens. Bon, ça n'a pas les moyens du film de Costner, mais ça y fait penser, hein. Puis l'histoire Et, est assez proche. oui, j'imagine. Et du coup, le dialecte est respecté aussi ou pas du tout? Oui, alors le dialecte est essentiellement du langage des signes. C'est assez curieux. Moi, je ne connaissais pas le langage des signes. Et il paraît que, alors, il parle un petit peu, hein, dans un langage, j'imagine, un idiome des Amérindiens, mais il y a beaucoup de langage des signes. On les voit faire de grands signes pour Hmm. montrer qu'ils s'en vont, qu'ils reviennent. Et je crois qu'en fait, McCoy était un expert dans le langage des signes. D'ailleurs, dans le langage des signes, une anecdote intéressante, mais qui concerne William Hart, c'est que William Hart, il a tourné dans des westerns où il était blanc, il parlait aux Indiens, et puis bon, lui aussi, il avait voulu faire des efforts, il avait appris le langage des signes pour, pour être authentique, mais il paraît que dans les films de William Hart, il n'était pas très doué, et dès qu'il commençait à parler avec le langage des signes, tous les figurants indiens, amérindiens, ils étaient morts de rire. Mais c'était pas le cas de Tim McCoy, qui lui connaissait bien son Hmm. affaire. D'accord. Ok. Donc du coup, ouais, on est rentré dans la phase du parlant, on n'est plus dans le muet, mais il y a quand même des signes. Ah oui, il y a des signes, hein, c'est assez curieux, hein. Hmm. Alors, c'est un passage, enfin, bon, moi, c'est des passages qui m'ont moins marqué, parce que j'étais beaucoup plus marqué par le fond. Alors, je pense qu'il parle en indien, il parle en anglais, il fait les signes en même temps. Il faudrait Hmm. voir le film pour s'en assurer, revoir le film, moi je l'ai vu 2 ou 3 fois, mais ça m'avait pas marqué. Mais effectivement, il y a ce souci. Et le langage des signes, je m'en souviens très très bien. Ok. Bah écoute, ouais, je vais essayer de récupérer la copie. Ça donne envie en tout cas. Et comme dit Fred, c'est un film qu'on aimerait bien voir paraître en DVD Zone 2 Ah, et on aimerait que Sidonis puisse l'éditer, mais apparemment, bon, pour des impératifs économiques bien compréhensibles, pardon, euh, ce n'est peut-être pas trop dans leur corde. Ce qu'on pourrait suggérer, c'est qu'ils en mettent deux. Comme c'est un film assez court, on pourrait imaginer qu'ils mettent 2 films. Je pense que alors, je ne sais pas s'il est dans le domaine public, End of the Trail, mais bon, ça ne va pas coûter bien cher. Ou Et qu'ils on le mettent en pourra, bonus. oui, ou voilà, qu'ils le mettent en bonus dans notre film, ce serait Ou pas mal. faire Ou un un deuxième coffret. film de McCoy. Faire un Ouais, coffret. mais c'est vraiment important, hein, c'est vraiment important. Et surtout, il n'est pas connu. Quand ils ont sorti Law and Order, le film de Edward Elkan, c'était bien aussi parce que c'est un film qui n'était pas très connu, dont on parlait un petit peu, mais qui était pas vraiment célèbre. Et c'est un film qu'ils ont eu le courage enfin, le courage, c'est plus que, ils ont pris le risque de le sortir. Donc, pour End of the Trail, il y a quelque chose à faire, absolument. C'est un film qui est assez court et on peut le sous-titrer, il n'y a pas énormément de dialogue. Enfin, il y a deux tirades qui sont indispensables, hein, mais bon, le reste, c'est plutôt anecdotique. Et je voulais aussi préciser que dans une des tirades de Tim McCoy, c'est intéressant parce qu'il cite des faits historiques. Hein, je crois que c'est dans la deuxième tirade, il parle notamment du fameux massacre de Sand Creek par le colonel Shevington. Shillington, voilà, exactement. Donc, il y a quand même des références, hein, c'est bien. Voilà. Si vous avez des questions, je peux y répondre, je
peux répondre encore à certaines Et choses. donc moi ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est que tu l'as vu il y a récemment ou tu l'as vu il y a très longtemps Non, je l'ai revu, je l'ai revu il y a une dizaine de jours en fait. Ah, je l'ai d'accord. revu il y a une dizaine de jours. Hmm. Oui, tout à fait. Hein. Je pensais que c'était tes souvenirs et je me dis, quelle non, mémoire. Non, je l'ai sous le coude, hein. Je l'ai sous le coude, le film. Bon, bah c'est bon à savoir. C'est ce que je voulais savoir, en fait. Voilà, d'accord. J'ai compris. J'étais un peu ennuyé de parler d'un film aussi peu connu, mais je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler ici, que ça pourra peut-être donner des idées, que ça pourra donner envie à certains de le voir, ou même de se renseigner un peu plus sur le film, même de se renseigner un peu sur Tim McCoy, qui est quelqu'un aussi d'intéressant. Voilà quoi. C'est un aspect du western qu'on connaît pas trop parce que ça commence à dater, hein. Ça va bientôt faire 100 ans. Donc, mais quand même, hein, c'est important. Et surtout, c'est cette rupture qui est assez brutale avec ce qui s'était fait avant et tout à fait différente de ce qui va être fait pendant les 25 ou 30 années suivantes, hein, parce que même si on voit des choses positives sur les Indiens dans des films des années 40, hein, je pense au Buffalo Bill de Wellman, où ils disent des choses qui sont justes et qui sont honnêtes, mais bon, c'est quand même pas la généralité. Mais c'est vrai que c'est bizarrement, c'est à l'arrivée du parlant que on a commencé à voir l'Indien sous un angle belliqueux, qui était là juste pour freiner l'avancement des colons. Qu'il fallait exterminer à tout prix, quoi. Oui, tout à fait. Bon, y a eu les Indiens en tant qu'antagonisme au premier temps du cinéma, mais bon, il n'y avait pas cette diabolisation, ce rejet qu'il y a eu. Hein. C'est ce qui était quasiment systématique après pendant 25 ans. Hein. Voilà. Tu faisais référence à Griffith, il me semble. Oui, Griffith, oui. Effectivement, on connaît un peu ces films où en fait les Noirs étaient joués par des Blancs, mais les Indiens étaient joués par des Blancs également ? Non, bonne question. Les Indiens, les rôles principaux, souvent, c'était des Blancs, ça c'est sûr. Je crois que c'est dans ce Squaw Love, je crois que c'est Mabel Normand qui fait l'héroïne. Enfin, à confirmer, hein. Mais enfin, c'est une actrice blanche en tout cas, alors que autour, même les seconds rôles, ce sont des Indiens. Ce sont des Indiens. Hein. Il y avait assez peu de blancs, sauf dans les rôles principaux. Là, tout à l'heure, je parlais de The Vanishing American de George Sate. Bon, c'est Richard Dix qui fait l'Indien. Mais bon, c'était un très très gros budget. Un Indien de souche, c'était un risque important. Donc souvent, c'était un blanc. On a vu les blancs jouer des Indiens très très longtemps. Hein. Avant de voir Chief Don George, il y en a eu des quantités de blancs qui ont eu des rôles importants, hein, et des stars. Hein. Mais bon, c'était dans les premiers temps, il y avait un souci d'authenticité. Hein, je parlais du langage des signes, des coutumes indiennes, qui a un peu disparu. En fait, soyons clairs, dans les années 50, au mieux l'Indien c'était la couleur locale, au pire c'était le diable. Donc bon, je schématise, hein, et volontairement en plus, mais c'était quand même un peu ça. Mais après, quand on s'aperçoit qu'en effet, à partir des années 50, dont Thibaut va plus nous en parler, ça a un peu basculé, où en fait on avait deux sortes d'Indiens, il y avait encore le rebelle et celui qui voulait faire la paix. Où là, en fait, les choses ont commencé un peu à bouger, quoi. Tout à fait. C'est vrai que bon, il y a une autre charnière dans les années 50 avec la porte du diable et la flèche brisée, où justement on a eu ça. Mais tout à l'heure, je citais le Buffalo Bill de Wellman, et c'est vrai, dans le Buffalo Bill de Wellman, il y a une approche un peu plus intelligente et un peu plus juste de la situation des Indiens. Ça a pris du temps. Un très très bon Buffalo Bill joué par Joel McCrea. Oui, forcément, je te prends la perche.